undefined, vous devez voir apparaître 6 espaces en fait. Ouais. Et puisque vous avez défini 2 facteurs, vous allez avoir 2 coordonnées par ligne. Tout le monde a ça? Le premier chiffre, celui près de la parenthèse de gauche, c'est le code qui se rapporte au premier facteur que vous avez défini. Vous voyez, c'est soit 1, soit 2. Ça correspond donc bien au facteur à 2 modalités. Le deuxième chiffre, 1, 2, 3, c'est le code qui se rapporte à la modalité du deuxième facteur que vous avez défini, c'est-à-dire le temps. De nouveau, comme je disais tout à l'heure, gardez bien en tête le code qui correspond à chaque modalité, puisque cette fois on va regarder les graphiques, et dans le graphique, les modalités seront appelées 1, 2 ou 1, 2, 3. Si vous ne savez pas à quoi correspond chaque code, vous ne saurez pas lire correctement votre graphique. Quel était l'intérêt de respecter l'ordre de présentation de la base de données? Peut-être vous voyez, on a d'abord pour le premier chiffre tous les 1, puis tous les 2. Donc on a d'abord toutes les séries aléatoires, puis toutes les séries ordonnées. Et ensuite, à l'intérieur de chacune de ces 2 modalités, j'ai 1, 2, 3, donc 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. C'est pour ça que je peux me permettre de directement faire passer les 6 modalités d'un coup. Alors que si j'avais d'abord défini le facteur temps et puis le facteur type, j'aurais dû faire glisser aléatoire 1, ordonnée 1, aléatoire 2, ordonnée 2, aléatoire 3, ordonnée 3. Ça fait juste perdre un petit peu de temps et surtout, ça peut être source d'erreur, puisque source de distraction possible. D'accord ? Dites-moi quand vous avez eu le temps de tout passer correctement. C'est bon? D'accord, super. Donc repensons bien à toutes les étapes nécessaires. Vous savez qu'on est censé vérifier les conditions d'application, mais comme je vous l'ai dit, la sphéricité, de 1, il n'y a rien à cocher pour qu'elle apparaisse, et en plus on n'en a pas besoin ici. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de me demander ce que je dois cocher pour les conditions d'application. Par contre, j'ai défini quoi comme type d'hypothèse? Linéaire. En tout cas, vous faites référence à des contrastes. Là. Si je fais référence à des contrastes, c'est que je suis dans quel type d'approche? A priori. Qui dit a priori dit que je dois me rendre certainement dans un menu lié à l'approche a priori. Vous voyez la section contraste. Dans le menu, vous avez post-hoc. On n'en a pas besoin puisqu'on n'est pas dans une logique post-hoc. Et on a contraste. Là, par contre, on en a besoin parce qu'on est dans une logique a priori. D'accord? Alors, si je commence par le facteur temps, on avait défini des contrastes d'Helmert ou polynomiaux? Polynomial. Je m'attendais à un effet linéaire. Je pensais que plus j'aurais de temps, plus j'allais être capable de restituer de mots. Du coup, vous voyez que c'est bien le type de contraste polynomial qui est proposé par le logiciel par défaut. Ça va? Donc tout va bien. Si jamais vous aviez dû le changer, il suffit de cliquer sur l'effet. Via le menu déroulant en dessous, vous choisissez le bon type de contraste. Et puis vous cliquez sur Change pour voir apparaître le type de contraste choisi entre parenthèses. D'accord? Ici, moi, je suis bien dans une logique polynomiale, donc je laisse polynomial. Et voilà. Ok? Ça va, ça, pour tout le monde? C'est clair? D'accord. Pour le facteur type, maintenant, qui contient 2 modalités, vous pensez Helmert ou polynomial? Polynomial. Ça pourrait être polynomial, ça pourrait aussi être Helmert. Parce qu'en fait, qu'on soit en Helmert ou en polynomial, s'il n'y a que 2 modalités, je vais comparer une à l'autre, ça ne change rien. Donc techniquement, d'un point de vue statistique, mathématique, pour valider l'hypothèse, ça ne change strictement rien. Ça, par contre, vous pouvez... C'est pas lié à la compréhension statistique, mais il faut juste le savoir. SPSS, et vous en faites pas, on ne vous demande pas de revenir sur ces détails, je vous le dis juste pour que vous compreniez. SPSS ne va pas choisir les mêmes codes suivant qu'on soit dans une logique polynomiale ou Helmert. Avec du polynomial, il va prendre moins 0,5, 0,5. Avec du Helmert, il va prendre moins 1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez vos formules dans le syllabus théorique lié à la manière dont on calcule les sommes des carrés des écarts, etc. sur base des codes contrastes, ça veut dire qu'on ne va pas avoir la même valeur pour la somme des carrés des écarts suivant qu'on mette Helmert ou polynomial. Le truc qu'on vous donne, en fait, dans le syllabus, c'est de systématiquement mettre polynomial quand il n'y a que 2 modalités. S'il y a 3 modalités, vous vous demandez bien si l'hypothèse implique de définir des contrastes polynomiaux ou d'Helmert. Quand il n'y a que 2 modalités, vous mettez d'office polynomial. Parce que ça ne change rien d'un point de vue mathématique,
Mais par contre, pour votre tableau de décomposition de l'invariance, ça a l'avantage énorme que vous aurez directement des valeurs que vous pouvez copier-coller dans votre tableau. Donc ça vous facilite beaucoup la vie, en fait. Ça va? Ça, c'est vraiment des détails liés à l'implémentation du programme, enfin du code dans le logiciel. C'est pas quelque chose qui doit vous interpeller, il faut juste savoir que c'est pas par hasard qu'on vous dit de mettre d'office polynomial. Bon, mais du coup, tout va bien pour les contrastes. Vous pouvez cliquer sur continue. Est-ce qu'à votre avis, il y a autre chose que je pourrais demander au logiciel pour me faciliter la vie? Je vous rappelle que le but est de valider les hypothèses du chercheur. Les moyennes. Je peux demander les moyennes, très bien. Via les options, vous avez toujours la possibilité de cocher les descriptives. Et enfin, qu'est-ce que je peux demander d'autre pour me faciliter l'interprétation? Des plots, très bien. Alors ici, vous pourriez mettre soit le type sur l'axe horizontal, soit le temps. Personnellement, moi je vais faire les deux graphiques possibles. Et au moment d'interpréter, je choisirai celui qui me semblera le plus facile à interpréter. Les deux sont redondants, ils donnent exactement la même information, mais pas présentés de la même façon. Pour certains, l'un sera plus facile à lire et pour d'autres, ce sera le contraire. Autant faire les deux, on verra plus tard. Ça va, tout le monde a eu le temps de tout cocher? Oui, ça va? Ok. Voilà, il y a plein de sorties qui vont apparaître. Ça risque de prendre 1 ou 2 secondes pour bien tout charger. Dites-moi quand c'est bon. Il fallait quoi cocher dans les plots? Dans les plots, en fait, j'ai fait glisser. C'est montré? Vous n'êtes pas obligé de le faire 2 fois. Hein. Moi, je l'ai fait plus par paresse qu'autre chose. Pour pas devoir me demander ce moment ce qui me semblera le plus facile. Non. Tu refais pareil. Vous avez un cours après ou pas? Ouais, mais ça vous dérange si je déborde de 5 minutes? Ça me permettra vraiment de finir une explication, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Que si je vois plus tard. Voilà, ok. Vas-y. Ok. C'est plus vrai. Comme ça, ça vous permet de faire un seul Voilà, podcast. Maintenant, tu fais l'inverse, mais tu Un croises. podcast, c'est pas Attends, une heure de horizontal. travail. Type, dans ces podcasts, add. Tu auras les deux graphiques. Il y en aura un qui sera plus facile à lire en fonction de ce que tu préfères. Bonjour. Je vais survivre. Par contre, j'ai pas encore fini. Vous pouvez vous installer, ça me dérange pas, mais j'ai pas Ah, encore pardon. terminé. Mais vous pouvez vous installer, pas de souci. On a toujours fait quoi? Là, c'est la fin du TP d'avant. C'est C'est pas grave. Alors, première sortie qui apparaît, descriptive. Là, vous avez les moyennes et les écarts types de tous les groupes. C'est juste que du coup, je vais vous spoiler la fin du cours. Alors, je vais regarder dans les sorties. Vous voyez, si vous descendez, Moshly Test of Sphericity. Ça, c'est la condition de sphérécité. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de la regarder, mais comme ça, vous voyez bien qu'elle apparaît par défaut. D'accord. Je continue à descendre. Test of Within Subject Effects. Bah là, c'est forcément l'effet principal et l'effet, enfin, les effets principaux et l'effet d'interaction. C'est pas une sortie qui m'intéresse parce que ça, c'est qu'on est dans une logique post-hoc. C'est comme toujours, il y a d'abord la sortie ANOVA avec les tests omnibus, pour reprendre le même terme que dans le cours théorique. Moi, je vais directement regarder ce qui se rapporte au contraste parce que je suis bien dans une logique contraste. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde si on ne note pas les normes épillées et qu'on se contente d'interpréter oralement? Comme ça, j'évite de vous faire trop déborder aussi. Vous voyez qu'on a toutes les sources qui sont indiquées ici. Vous avez forcément 3 sources, l'effet principal du type, l'effet principal du temps et l'effet d'interaction. Et chaque source est décomposée en un ou plusieurs contrastes en fonction du nombre de contrastes qui s'y rapportent. Pour le type, toute première ligne, forcément il n'y a qu'un seul contraste puisqu'il n'y a que 2 groupes. Et il m'est linéaire. Pourquoi il m'est linéaire? Parce qu'on a choisi un contraste de type polynomial. D'accord? C'est juste ça. Alors, est-ce qu'il y a... d'abord, cette première ligne, du coup, elle se rapporte à quel contraste parmi mes 5?
C1. C1, très bien. Donc, gardez bien à l'esprit qu'on a défini l'hypothèse unilatérale. On s'attendait à ce que les résultats aillent dans quel sens? Que, que l'ordonnée était plus facile, que les résultats étaient meilleurs, exactement. dans l'ordonnée que dans l'aléatoire. Effectivement, on va vérifier graphiquement si c'est bien le cas. Si oui, on divisera la p-valeur par 2. Si pas, on fera 1 moins p sur 2.